Bonsoir, bonsoir et bienvenue en ce mois de novembre à ce beau rendez-vous livresque de la soirée avec ce soir pour inviter Émilie Charton qui nous parlera de son livre Astro Duo, mais auparavant la précieuse sélection de lecture de nos célèbres bibliothécaires du monde du Rani, Véronique et Thérèse, à vous la parole. Bonsoir à tous, merci Marc et on accueille bien sûr Émilie pour son nouveau livre Astrodio. Thérèse. Bonsoir à tous et c'est avec plaisir d'être avec vous. Voilà, donc ce soir nous avons sélectionné pas mal de nouveautés pour ce mois de Oui. novembre et puis on commence à avoir envie de s'offrir des livres avec les fêtes qui approchent, donc pourquoi pas s'offrir des livres d'astrologie. Le premier livre qu'on va vous présenter, c'est un livre récent. Il est sorti en juin 2024 de Guillaume Cosnier, Les super pouvoirs du zodiaque. Alors Guillaume Cosnier, c'est un autodidacte, il est professionnel, il donne de la consultation, il est du courant plutôt relationnel, traditionnel, humaniste. Il a également fait du transpersonnel. Et dans son livre, donc c'est son premier livre, et d'ailleurs on vous invite également à lire la Gazette du mois de novembre, où on a également présenté ce livre et le livre d'Émilie. Il nous propose une balade à travers les 12 signes. Alors c'est du vocabulaire moderne, il a utilisé des illustrations en art-up, et bien sûr comme nous sommes dans l'énergie du scorpion, c'est assez sombre, mais je voulais vous montrer un petit peu les dessins. Donc, vous avez une illustration pour chaque signe. Donc, ici, vous avez le scorpion. Et dans sa présentation, alors, il enlève les traditionnels éléments, croix, il nous emmène dans une balade et il prend, c'est comme des super-héros. Donc, à chaque fois, on prend notre cape de super-héroïne et super-héros pour aller se balader dans la symbolique de chaque signe. Donc, il plonge. Par contre, il respecte bien à chaque fois et respecte vraiment bien, je dirais, la personnalité des signes, le lien, bien sûr, avec la maîtrise des planètes, la mythologie aussi, quelquefois. Donc, il nous décrit tout ça, le plus, le moins, des initiations, le côté obscur, le côté sombre, le côté positif des signes. Et puis après, il nous parle de l'évolution avec, je dirais, un côté plus positif de chaque signe. Donc, on retrouve la trame pour chaque signe. Après, on a les contre-pouvoirs. Donc, les contre-pouvoirs, c'est avec les signes où il y aura un petit peu plus de tension, mais rien n'est fataliste. Et il nous décrit que ça peut évoluer. Le mouvement des planètes nous accompagne à chaque instant et à chaque fois, il y a une présentation pour l'évolution des super pouvoirs. Donc là, l'évolution des super pouvoirs du scorpion. Je vais vous en lire quelques lignes. Avec le scorpion, absolument, rien ne se perd, tout se transforme. Ainsi, toutes les forces psychiques de celui-ci devront aider toute entité à canaliser le chaos de l'univers, ses ténèbres, sa matière noire, son énergie du vide, afin que chacun puisse réaliser la même œuvre alchimique qu'un puissant trou noir. La puissance de Pluton pourrait dès lors nous amener à devenir nous-mêmes une sorte de Big Bang hyper évolutif, source d'une créativité féconde, exponentielle. Donc, vous voyez, à chaque fois, on ressent bien, mais avec Pluton, maîtrise du scorpion. Donc, il y a vraiment, je dirais, un vocabulaire aérien, moderne. Bien sûr, c'est pour une personne qui s'intéresse, qui a envie de s'éveiller, je dirais, à l'astrologie. Et bien sûr, les signes sont quand même un élément important. Donc voilà, il est très agréable, c'est du papier glissé. Il coûte 23,50 €
Et c'est vraiment, je dirais, une belle balade à travers le zodiaque. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de le feuilleter, d'en entendre parler. Parfait. On a des infos sur l'auteur. Alors, l'auteur, c'est un jeune. Il est vraiment Il autodidacte. est dans la région de Tours, Il je est dans la crois. région de Tours et sur son site, il explique son parcours. Donc, il a vraiment appris l'astrologie par lui-même. Il est passionné et il donne de la consultation et il explique vraiment qu'il est du courant humaniste transpersonnel. Voilà. Et c'est son premier livre, je dirais, dans une maison d'édition. Et il forme un très beau blog, je crois que c'est Cinquième Soleil, son site, Voilà, c'est ça. C'est ça, Cinquième soleil. le avec cinquième des soleil. articles souvent très bien menés, très construits, qui peuvent donner justement un premier aperçu de son écriture. Il a des Oui. très bons articles. Mm. Oui, oui. Et d'ailleurs, là, il a écrit un article sur Scorpion et puis Ben il a oui, mis cinquième en soleil. cinquième soleil, il a mis en avant, je dirais, le dessin Je crois de qu'il doit son livre. avoir aussi une orientation artistique. Il doit être tourné vers l'art, Un goût pour le graphisme, ouais, me Oui, semble-t-il. le graphisme. oui. Oui. Très bien, très bien. Thérèse, à toi la parole. Oui, alors là, ben moi, je vais vous présenter Éric Béru, s'il est encore à présenter. Donc, il a son dernier livre, La Lune Noire, apogée et périgée de la Lune. Aux éditions La Maison d'Ithaque. Là, il vient de sortir, il est tout récent, 2024, imprimé en France chez The Book Édition et il coûte 30 euros. Alors, Éric Béru enseigne la psychologie et l'astrologie en Suisse et en France. Il s'inscrit dans une démarche d'inspiration jungienne. Il poursuit une recherche dont le propre est de rapporter l'astrologie à ses fondements mythologiques et de l'articuler à la psychanalyse. Il a publié plusieurs ouvrages aux éditions de Janus et aujourd'hui à la Maison d'Ithaque. Donc, on va revenir sur son dernier ouvrage qui est sur la Lune noire, apogée et périgée de la Lune. Donc, c'est l'axe des nœuds, hein. Dès l'introduction, nous partons dans l'étude de la Lune noire et la Lune noire conjoint à la Lune, qu'il détaille dans 3 thèmes. Ignace Semmelweis, obstétricien hongrois assistant en 1848 dans une maternité de Vienne. Ensuite, Giacomo Casanova, aventurier vénitien. Et Gerda Alexander, atteinte d'un rhumatisme articulaire aigu, devenue professeure de rythmique à partir de son handicap. Puis encore 3 autres exemples, Alfred Adler, médecin éducateur, Vincent van Gogh, artiste peintre, Emmanuel Kant, philosophe. Dans ses analyses, c'est vraiment du vécu pour lui. Alors, il tient à préciser la position de la lune noire qu'il utilise la vraie. Alors, il retient la lune noire vraie par rapport à la position astronomique réelle calculée à partir de l'axe apogée-périgée de la Lune. Et l'explique sur tout un chapitre. Alors là aussi, hein, il y a des schémas, il y a toutes des explications bien détaillées et soutenues par des exemples, par des thèmes divers et variés. Et l'importance du rôle de la lune noire et la mise en jeu du désir. Alors, ensuite, bien sûr, il nous explique la lune noire en aspect des luminaires, mais aussi des planètes. Voilà. Et à ce propos, Marc, vous nous avez envoyé un mail, un thème de Madeleine Riffaut, qui est décédée le 6 novembre à l'âge de 2024, à l'âge de 100 ans. Et en regardant, et bien sûr, et en lisant le livre d'Éric Béru, je me suis aperçue qu'elle avait sa lune noire conjointe à sa lune
en Gémeaux, maison 4. C'est-à-dire qu'elle a la lune noire 15 degrés 02 rétrograde, conjointe à sa lune 15 degrés 26 en Gémeaux, opposée à Jupiter. Et donc, vous vous souvenez, Marc, on se demandait tous ces résistants qui avaient la longévité. Tout à Et fait. donc, ça peut être porteur aussi, cette lune noire associée à la lune, pour dépasser ben, les émotions terribles que, de vie. Voilà. C'était le petit clin d'œil que je voulais apporter euh, à ce livre. Alors, ce livre, c'est une nouveauté, il est très riche. Et si vous voulez redécouvrir l'univers d'Éric Berru, il a présenté Neptune et Pluton en septembre à livre ouvert. Donc, il reste dans le travail de descendre des profondeurs, quoi, avec Neptune-Pluton, là, la Lune noire, et peut-être prochainement Chiron. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît Éric Berru, l'a lu? Est-ce que... Il vient de sortir, hein. C'est Alors, ce vraiment sa livre, il vient de nouveauté, sortir, nouveauté. oui. C'est très, très intéressant. Il n'y a pas tant d'articles que ça, hein, de livres que sur la Lune noire, hein, en fait, hein. Non, et là, on ne se perd pas dans les lunes noires parce que bien souvent, on travaille la lune noire vraie, la moyenne et la corrigée. Et lui, justement, il dit pourquoi il a choisi la vraie, quoi. Donc, il va directement, et puis il travaille énormément et comme fait beaucoup de consultations, et je pense que ça vient de son travail personnel, comme dans tous ses livres d'ailleurs, hein, d'Éric Berru. Alors là, il faut bien sûr de bonnes connaissances astrologiques. Ah oui, il faut des bonnes bases, hein. Oui, oui. Euh, Mais c'est très intéressant de lier cette lune noire aux planètes et aussi de travailler l'axe de la lune noire. Voilà. travailler par axe, je trouve que c'est de plus en plus dans l'air du temps, si j'ose dire, hein. Oui, oui, Euh, aussi. ces axes-là, ils ressortent bien, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont parlants. Ils sont parlants. Voilà. Donc la lune noire par l'axe et puis aussi par l'axe des nœuds. Donc ça donne aussi beaucoup de détails, d'explications et on descend plus loin. Je pense que aujourd'hui, il y a ce besoin. Alors, est-ce dû à ce que l'on vit, mais à ce besoin de connaître ce qui s'est passé avant? Ça donne aussi des éclaircissements. Ça apporte des éclaircissements. On parlait de transgénération. Bon, il peut y avoir un éclairage dans ce domaine? Oui, oui, je pense aussi avec la lune noire, oui, bien sûr. Et l'axe des nœuds, oui. Voilà, voilà. Donc, Oui. c'est très intéressant à découvrir sans tarder. Oui. Oui, on a d'ailleurs, j'ai enquillé sur une nouveauté. Là, on va partir un petit peu d'astrologie, je dirais traditionnelle. Et je vous propose de découvrir le nouveau livre de Marie-Pierre Dillinger, qui est vraiment une spécialiste de la pratique des arts chinois. Et d'ailleurs, comme on l'a évoqué, elle était venue aussi dans un livre ouvert nous présenter ces trois condensés sur l'astrologie chinoise et comment se garder, je dirais, en vitalité. Là, bien chez soi, elle nous propose euh, de prendre conscience de notre vitalité, mais dans l'espace-temps. Et elle simplifie également au maximum. Et d'ailleurs, tous les mois, elle donne aussi des capsules qui sont accessibles à tout le monde, avec l'énergie chinoise, qui est aussi complémentaire de l'astrologie, je dirais, traditionnelle. Et là, dans son livre, elle parle vraiment de 23 pratiques pour trouver la paix, l'énergie et sa place par rapport à son habitation.
et que notre vitalité, notre énergie est très très importante. Et d'ailleurs, elle évoque, comme on parle que les planètes, ce sont des énergies bah, qui nous habitent depuis notre naissance et que notre thème aussi est vibratoire pour apprendre à se connaître. Dans son livre, elle dit, chaque gain d'énergie est un gain, chaque perte d'énergie est une perte. Chaque fois que nous sommes sur le qui-vive, nous mobilisons des forces qui drainent notre énergie. Donc vraiment, elle a cette, je dirais, son écriture est aussi pratique, accessible à tous, et c'est vraiment, je dirais, important pour elle de démocratiser, de rendre, je dirais, cette discipline accessible à tous et qu'elle soit utile. Et à la fin de son livre, elle dit que même si on n'a pas beaucoup de temps, elle donne une fiche récapitulative avec tout ce qu'on peut faire pour être bien chez soi par rapport à sa vitalité, par rapport à son lieu de vie et par rapport à son énergie. Alors c'est sûr que ça sort un petit peu de l'astrologie classique, mais en plus c'est une nouveauté et comme ça peut être très complémentaire, je dirais, par l'astrologie classique, bien chez soi, c'est vraiment son dernier livre. Il coûte 18,50 €. Il est aux éditions Lafon. Et puis, si vous êtes sur l'île le 22 novembre, elle nous fait le plaisir de venir le présenter. Donc, vous êtes les bienvenus également. Alors, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de le feuilleter. Il vient également de sortir. Elle a écrit plusieurs livres, hein. C'est vraiment, elle a plusieurs maisons d'édition. Et là, c'est le deuxième livre qu'elle sort chez Robert Laffont. On est dans un livre grand public. C'est son, je dirais, c'est vraiment, elle a à cœur de rendre accessible. Et d'ailleurs, elle nous a aussi, je dirais, fait une petite vidéo où elle dit vraiment, elle détricote, elle l'utilise, elle vulgarise Elle a un bien enseignement. simplifié Oui, tout le travail parce qu'elle avait fait un premier livre qui était sur le feng shui et là qui était quand même pour un public averti. Et de ce livre, elle est arrivée à bien chez soi qui là donne des clés pratiques. On pourrait l'associer au travail lunaire, hein. Voilà. On pourrait la maison, ses émotions, voilà. voilà. Et ce qui est important pour elle, c'est de considérer notre espace. Elle appuie là-dessus. Qu'on est un individu et qu'on vit dans un espace qui peut nous apporter aussi quelque chose. Parfait. Alors, très complémentaire tout ça. Oui, très complémentaire. Et c'est vrai que là, bah, on avait à cœur de vous montrer des nouveautés parce que c'est aussi, les nouveautés, c'est aussi, le monde change, on le sait, et c'est aussi, nous aussi, à nous adapter. Et ces livres nous permettent aussi d'évoluer, changer notre regard, et je trouve ça très bien. Et puis on peut aussi l'animer avec l'astrologie. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et pour terminer, on va un livre plus classique, qui est Ah oui. aussi un livre de fond. Mais qui va bien dans notre actualité, je trouve aussi. Voilà. Et Thérèse va. Donc, c'est Icare, La Passion du Soleil, Luc Vigée. Donc, c'est aux éditions du Janus. Il est paru en 2008, imprimé en France et coûte 18 €. Alors, Luc Vigée est biologiste, formé à la recherche fondamentale, passionné d'astrologie depuis l'âge de 14 ans. Il se familiarise au langage astrologique grâce aux travaux de Jacques Berton, Alexander Ruperti, Dan Rudyard, Ellis Green. Puis, des astres aux dieux et à la mythologie, il n'y a qu'un pas pour Luc Vigée, car depuis la plus haute antiquité, chaque planète est attribuée à un nom d'un dieu, d'une déesse. Luc Vigée est symboliste, conférencier et explorateur d'interstices. Alors, explorateur d'interstices, pour
les personnes qui ne savent pas, parce que moi j'ai été voir ce que c'était, c'est à la recherche des possibles de transformation des hommes et des organisations. Il propose également une formation en ligne, mais pas que, et des cours et des informations sur son site réenchanterlemonde.com autour du symbolisme, de l'astrologie, de la mythologie grecque. Alors on va revenir un petit peu, même si tout le monde connaît l'histoire d'Icare, on va revenir un peu en quelques mots, tiré du livre de Luc Biget. Donc lui dit entre la cime et l'abîme. Icare est un adolescent insouciant et joueur. Il est le fils de Dédale, qui confectionna des ailes artificielles façonnées avec des plumes d'aigle. Le fils et le père attachèrent cette nouvelle invention à leur corps par de fines pointes de cire. Ainsi équipés, ils prirent leur envol, laissant derrière eux le labyrinthe qui les retenait prisonniers. Icare s'éleva d'une force ascensionnelle inouïe vers de téméraires hauteurs, sans tenir compte des conseils avisés de son père. Visant le soleil, les ailes perdirent leurs attaches et en un éclair, l'adolescent tomba dans l'eau bleue de la Méditerranée. Dédale, son père, assiste impuissant à la scène et enterre son fils sur l'une des îles des Cyclades, Icarios. Cet ouvrage invite le lecteur à un questionnement sur notre société technique et suggère quelques échappées pour trouver le sens de notre existence. Icare, par son exemple, est un formidable appel à la vie. N'oublions pas que les mythes sont vivants. Alors, le mythe d'Icare propose 4 voies de sortie. Les arts libéraux, l'exploration du monde du mystère, l'amour et l'aspiration à un monde nouveau pour créer de nouvelles manières de vivre ensemble. Alors en astrologie, l'expression du mythe d'Icare, on va bien sûr parler d'Uranus. L'axe Gémeaux-Sagittaire relié aux maisons 3 et 9. Et puis, on va aller voir les positions des planètes, bien sûr, Mercure, Mars et la Lune. Et pourquoi pas aller aussi voir la redoutable Lune noire. Est-ce que quelqu'un a lu ce livre? Est-ce qu'il en a entendu parler? C'est encore un peu tôt. C'est tellement nouveau. Après, en général, j'ai envie de dire que Luc Biget, c'est une valeur sûre, hein. Oui. Ah ben, moi, j'ai toujours, alors, je parle pour moi, mais j'ai toujours plaisir à lire et à relire parce que c'est en constante évolution. Voilà, c'est ça surtout qui est intéressant. Rien n'est figé. Et sur son site, d'ailleurs, sur le mythe d'Icare, il y a l'évolution aussi. Je ne sais plus combien il y a d'épisodes. Donc, il y a même, j'ai même vu sur le site que le mythe d'Icare nous menait vers le chamanisme. Et donc, il y a une évolution des possibles. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous le partage. C'est un livre de fond, hein. C'est vrai que c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que quand on fait de l'astrologie, ça peut apporter des clés complémentaires. J'aime bien le sous-titre, La Passion du Soleil. La Oui, passion du du soleil. soleil. Ben oui. Magnifique. Il Alors, est c'est vrai qu'Icare au théâtre, on on l'a utilisé souvent, hein? D'ailleurs, Luc Biget a fait des livres, il a bien, je dirais, séparé les signes, les planètes, les maisons, les planètes rétrogrades. Ouais. Et il a fait aussi un livre sur la Lune noire. Oui. Vraiment, il décortique tout à chaque fois dans le symbolisme, hein. C'est vraiment sa spécialité. Et ben, si vous êtes sur l'île également le 23 novembre, et ben, il nous fait un petit coucou, il va nous parler d'astrologie.
Donc vous êtes les bienvenus également. Voilà. Ouais. Pas de questions? Pas de questions? Personne n'a lu ce livre, Ricard, qui est quand même pas une nouveauté, c'est... Non? Moi, je ne l'ai pas lu, mais alors ça me Non? donne très envie de le lire. Là, j'ai envie. Ah, Ah, ah bah c'est bien, franchement, merci, Émilie, Émilie. il est passionnant. Oui, Bah, Luc Biget, c'est sûr, c'est une valeur sûre Et c'est et un oui, passionné déjà, oui, alors ça mm, mérite d'être plus passionnant. oui. très inspirant, toujours très Très Et même inspirant. son site Réenchanter le monde, il donne envie de lire. C'est vraiment, voilà, il donne une belle, un beau regard sur l'astrologie, et comment on peut apprendre à se découvrir avec l'astrologie. Oui, C'est, l'astrologie, voilà, il la relie à la mythologie aussi, oui, hein. c'est vraiment Oui, et je bien. trouve que le point fort de Luc Biget, c'est aussi, bah, c'est pas le seul, mais c'est de dire que des mythes vivent à travers nous, Voilà, c'est que nous ça, Oui, pouvons reproduire des mythes à notre insu. c'est oui. ça. Le thème astral est le témoin de ces mythes. Et je trouve que c'est une idée incroyable, quoi. Ah oui, c'est vraiment, il y a une richesse, puis on se laisse emmener, Ah voilà, oui, il y a vraiment un vocabulaire, c'est vraiment, voilà, pour des passionnés de livres et d'astrologie, c'est vraiment des livres à ouvrir. Rappelez-moi le nombre de pages. Le nombre de pages, alors le nombre de on va vous pages, dire on ça. va dire ça, Marc, il est 184. Ah, bah oui, un peu moins de 200. Oui, donc Oui, ça se, Oui, oui, ah oui, 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 ça se oui, lit vraiment. ça se lit tout seul. oui, très, Et très, encore, c'est le Luc Vigé, ça se lit au compte-gouttes parce qu'il y a besoin de faire des petites pauses comme ça, de cogitation. oui, Hein, Ah c'est ben, que ce pas. soit Luc Biget ou Éric Berru, vous ne le Oui, lisez pas d'un trait. exactement. Ouais, Ou c'est alors sûr. on le lit, puis on le relit, puis on y revient le voilà, lendemain. exactement. Faut laisser infuser. Faut laisser infuser, faut laisser décanter. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon. Bah écoutez, maintenant, on va laisser la parole à Émilie Charton, qui va nous proposer son nouveau livre également, Astroduo. Émilie, c'est à vous. Oui, bah, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter ce livre. Alors en fait, ce livre, pour commencer peut-être, il existe dans mon esprit depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé l'astrologie. En fait, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai eu quelques passions au démarrage, on va dire, et notamment parmi mes passions quand j'ai démarré, ça a été la rencontre d'un livre, Astrologie, Karma et Transformation, d'Arroyo, que vous devez connaître, je pense, Oui. qui est un livre que je trouve incroyable. Et en fait, Stéphane Arroyo, dans ce livre, parle beaucoup de relations. C'est un livre un peu fourre-tout, il y a beaucoup de choses. Et notamment, il y parle de relations vues par l'astrologie. Et il y parle aussi beaucoup des planètes lentes, des interaspects dans les synastries des planètes lentes. C'est-à-dire quand, dans une comparaison de thèmes, eh bien, on a la planète lente d'une personne qui est sur nos planètes. Et en fait, moi qui démarrais l'astrologie, ça m'a fait vraiment de l'ordre de l'évidence. Ça m'a donné un très très grand intérêt pour l'astrologie appliquée aux relations et pour la notion aussi de l'impact de ces fameuses planètes lentes dans les synastries. Et je m'étais dit à l'époque, donc très curieuse de tout ça, j'ai cherché à l'époque beaucoup de livres sur la synastrie et en langue française, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Synastrie de Jean Texier que vous avez présenté Mhm. il y a 2 mois. Il y avait un livre de Valérie Darmandy. Il y en avait quelques autres Oui, aussi. oui, Valérie, oui. Il y en avait quelques autres. Oui. Il n'y en a Et pas beaucoup. aujourd'hui, là, voilà, il y en a pas mal qui ressortent, mais il y a 12 ans en arrière, il n'y en avait pas tant que ça. Et je me suis dit, ben voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est si j'avais un projet par rapport à l'astrologie, ça serait d'écrire un livre sur les relations. Et surtout, ce qui m'animait le plus, c'est lié à ces fameuses planètes lentes, c'est de dire, de répondre, enfin, d'essayer de répondre à une question qui était non pas quelle est la personne idéale pour nous, mais qu'est-ce qu'on travaille ensemble. Parce que j'ai toujours eu le sentiment que la relation,
en fait, c'est un terrain d'évolution et que les personnes qui rentrent dans nos vies sont là pour nous faire bouger, nous faire apprendre des choses, nous faire grandir. Et nous, pareil, on les fait grandir, on les fait apprendre des choses à notre contact. Et c'est de là, en fait, qu'est un petit peu né ce concept de contrat relationnel que j'explique dans ce livre, qui n'est pas une idée incroyable, hein, c'est une idée somme toute très simple, mais qui exprime en fait le fait que dans une synastrie, vous pouvez répondre à cette question vraisemblablement du pourquoi en fait, pourquoi nous sommes liés, qu'est-ce qu'on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on va voir notamment dans ces fameux interaspects d'une planète lente à l'une à une planète personnelle, Mm. par exemple, de l'autre. Si, voilà, et à partir de là, j'ai défini, on va dire, 6 types de contrats qui sont tout simplement des contrats jupitériens, des contrats saturniens, des contrats uraniens, neptuniens et plutoniens et des contrats des nœuds lunaires. On Mm. pourrait rajouter aussi les contrats liés à la lune noire, à la part de fortune, mais là, pour moi, c'était vraiment de la recherche, donc je ne pouvais pas Mm. vraiment en partager dessus. Ce sera la suite. Voilà, ça sera la suite. Après avoir lu Éric Beru, Voilà. j'ai noté. Euh, mais voilà, et donc c'est ça qui m'a animée. Et donc c'était de définir ces couleurs-là. Et si vous me suivez aussi, c'était de faire ce même travail qu'on peut faire avec un thème astral, qui est de définir une dominante. Une couleur. Parce qu'en fait, si vous avez déjà monté des synastries, vous avez vu qu'en fait, des interaspects des planètes lentes aux planètes personnelles, il y en a de partout en fait. Donc on a tous des contrats jupitériens, uraniens, plutoniens, dans n'importe quel type de relation, enfin souvent. Mais en fait, en suivant un petit peu comment dire, une stratégie, on va dire, on peut réussir à voir ce qui se répète dans une carte de synastrie. Et donc, on peut commencer à voir émerger une dominante, c'est-à-dire un contrat dominant. Et un contrat dominant, ça serait par exemple, je donne un exemple, des interaspects croisés. C'est par exemple quand, admettons, le Pluton de l'un touche la Lune de l'autre, et puis le Pluton de l'autre touche la Lune de l'un. Et on se dit, ah, wow, j'ai trouvé 2 fois de suite Pluton-Lune. Alors, ça a certainement valeur de dominante, et ça a certainement valeur de sens profond, intrinsèque à la réunion de ces 2 personnes. Cette relation va certainement amener des enjeux, des thématiques de type Pluton-Lune, qui ne sont pas nécessairement des enjeux agréables, mais qui sont des enjeux évolutifs de type intimité radicale, exploration profonde des mécanismes psychologiques, exploration et guérison de nos mémoires familiales, etc. Donc voilà, le but d'Astroduo, c'était de ça, c'est de parler de ce sens-là sous-jacent aux relations, d'essayer de le faire simplement et d'essayer que des personnes, alors peut-être pas complètement débutantes, mais qui ont un intérêt pour l'astrologie, puissent trouver ces fameux contrats et puissent au moins sortir d'une analyse de synastrie en disant, ah oui, je crois que je comprends ce qu'on travaille ensemble. Je Et voudrais préciser, Émilie, oui, que c'est pas seulement le relationnel couple. oui, Je voudrais le préciser parce que tu mets l'accent sur le relationnel aussi bien professionnel, amical, parent-enfant. C'est très important de le souligner, tu vois. oui. Et c'est vrai il y a des relations qui m'intéressent tout particulièrement. C'est celle, je vais en profiter du coup. Tu crois, Marc, si comment je peux, c'est toi qui, pour mettre Oui, le, oui, dis-moi qu'est-ce que tu veux. juste mettre la slide d'après. Hop C'est là. parfait, Merci. impeccable. Voilà. En fait, les relations qui m'intéressent le plus, ce sont les relations qui vont générer de l'intimité. Et donc, on va y trouver, vous voyez, là, c'est des cercles concentriques de toutes nos différentes relations. Et donc, plus les personnes sont proches de nous, plus elles nous touchent, hein.
Et Mhm. puis, la notion de contrat évolutif, elle est prégnante, elle est importante. Donc, on va trouver, bah, évidemment, d'abord le rapport avec nos parents. La synastrie avec nos parents Mhm. est extrêmement importante, je pense. La synastrie avec nos enfants, parce que ce sont des relations implacables. On ne peut pas s'en extraire, ou alors si on s'en extrait, c'est au prix de grandes souffrances personnelles. Mais on ne peut pas changer de parents ni d'enfants. Et bien sûr, la synastrie amoureuse, hein, le partenaire de vie, et aussi parfois les amours, c'est-à-dire pas nécessairement une personne qui va être un amoureux, une amoureuse, mais qui va vraiment nous mettre en mouvement. Et ça a été c'est des choses ce sont les relations dont j'ai voulu parler dans Astro Duo. Et il y a vraiment un concept que j'avais envie de revisiter, c'était celui de la compatibilité. Parce que souvent, quand on parle d'astrologie relationnelle, la grande question qui est très portée par la presse, c'est la question de sommes-nous compatibles? Et vous avez Mhm. beaucoup d'astrologie un peu grand public qui vous explique que si vous êtes scorpion, alors ça va être très compliqué pour vous d'être en couple avec un lion ou une lionne. Et somme toute, ça s'explique et je remets pas en question le fondement des ententes entre les signes ou mauvaises ententes. Mais en fait, quand on pense à nos enfants ou à nos parents, mais nos enfants, c'est un meilleur exemple, la notion de compatibilité, elle nous montre ses limites en fait. Il y a des gens dans notre vie avec qui on n'est pas particulièrement compatible en termes de signes. Ça montre qu'il y a des grandes différences de fonctionnement et de caractère, mais c'est pas pour autant qu'on va pas vivre avec eux et même être heureux avec eux. Et j'avais vraiment envie en plus, en tant qu'astrologue, je trouve que quand on accompagne les gens, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de couples même qui sont liés par des carrés des soleils ou des oppositions des soleils. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mhm. Mhm. Moi, je le vois très très souvent. Donc, on a par l'expérience même des choses qui contredisent les grands principes de la compatibilité. Donc j'avais vraiment envie de dire, mais en fait, on va pas tellement parler de compatibilité parce qu'en fait, un être humain avec un autre, bah, il est plus ou moins compatible, ça sera jamais tout oui ou tout non, mais on va essayer de comprendre nos points communs, nos différences et surtout ensuite nos contrats. Et voilà, et ça, c'est les grandes parties du livre. Parce que la notion de compatibilité, en fait, c'est lié aux positions dans les thèmes des planètes en signe, le soleil en signe, l'ascendant, la lune en signe, etc. Et c'est un travail qu'on fait en astrologie relationnelle de voir, bah, moi, ma lune est en gémeaux, toi, ta lune est en cancer. Est-ce qu'on fonctionne pareil? Est-ce qu'on est différent? Et si on est différent, en quoi on peut s'apprivoiser? En quoi je peux mieux te comprendre à travers cet outil? Donc voilà. D'ailleurs, dans votre livre, Émilie, vous parlez d'explorer les relations avec l'astrologie. Oui, C'est vraiment... oui, et voilà, j'avais vraiment envie que ça aide les gens à mieux s'entendre, à mieux se comprendre. Et c'est pour ça aussi, euh, donc voilà, on va dire sur la partie relationnelle, il y a deux parties. Cette première qui explique la notion de compatibilité, les points communs, les différences, puis ensuite une partie sur les contrastes, c'est-à-dire les fameux interaspects des planètes lentes au personnel. Mhm. Euh, Avant ça, il y a toute une partie sur la lune dans le thème natal, Oui. parce que moi j'adore la lune. Chaque astrologue, il a un peu son dada, et on a tous un peu nos petites marottes comme ça. Ouais. Et moi j'ai une marotte lunaire. Ah Euh, bah bienvenue au club alors. voilà. Et puis C'est-à-dire, l'associer à Vénus, c'est pas mal aussi, comme vous l'avez fait. oui, ça c'était une idée qui est arrivée un peu après dans ma pratique, ce lien entre la lune et Vénus. Mais par rapport à la Lune, je trouve que c'est vraiment un outil très facile à utiliser, euh, ne serait-ce que le signe de la Lune. Évidemment, quand on fait une astrologie un peu plus aboutie, on va regarder la Lune et ses aspects. Mais là, dans ce livre-là,
ça se voulait accessible à tous, donc j'ai pas abordé les aspects à la Lune. Mais juste le signe de Lune, c'est tellement indicateur de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous met en sécurité, de ce qui fait qu'on va vivre un moment cosy, un moment sécure et réconfortant avec l'autre, que c'est juste trop facile à utiliser et que ça peut être une clé pour tout, améliorer tout type de relation familiale, amoureuse, professionnelle même des fois, pour peu qu'on travaille longtemps avec quelqu'un. Et voilà, donc il y a toute une partie là-dessus et je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Si vous avez la lune en, alors, et puis voilà, j'explique de quoi vous avez besoin. Et puis, si vous aimez une lune en, voilà ce que peut-être quelques conseils pour prendre soin de votre lune aimée. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Voilà, donc ça, c'était la partie sur la lune. Et c'est vrai qu'ensuite, j'aborde un peu Vénus et j'aborde la question de la Lune et de Vénus parce que je me suis rendu compte, merci Marc, je me suis rendu compte parfois que dans les thèmes astro, il y a vraiment une grande différence entre le style de la Lune et le style de Vénus. Et je trouve, mais ça c'est une théorie, à voir si ça vous parle, je trouve que Vénus, c'est la partie de nous un peu tapageuse concernant l'amour. Alors, je veux dire, voilà, il n'y a pas que ça. Mais Vénus est forcément beaucoup plus démonstrative. C'est vraiment une planète qui cherche à nous montrer charmant, aimable, séduisant, aimant aux yeux des autres. On cherche à séduire avec Vénus. On cherche aussi certainement à aimer, mais je trouve qu'elle a un côté quand même. Charité bien ordonnée commence par soi. Je trouve qu'avec Vénus, il y a le côté je fais ça pour quelque chose quand même. Je me montre charmant parce que j'attends ton amour en retour. Mais je suis peut-être injuste avec Vénus, mais je trouve qu'il y a ce côté, en tout cas, d'une, euh, d'un service marketing qu'on va déployer pour se faire aimer. Tandis que la lune exprime quelque chose de très naturel qui va ensuite s'exprimer dans l'intimité avec l'autre. Et des fois, on voit des Vénus qui vont avoir un mode totalement différent du mode lunaire. Et ça peut donner des fois des phases au niveau d'un relationnel plutôt amoureux, je dirais, où il y a une phase vénusienne, quand on tombe amoureux, on se séduit, on se charme sur le mode de nos Vénus. Et puis ensuite, on va apprendre à connaître l'autre, voire même à vivre avec lui, et on va rentrer dans un mode lunaire. Et des fois, on a des choses radicalement différentes, de type, je me souviens d'une personne qui a une opposition entre Vénus et la Lune, c'est une femme. Elle a une Vénus en Scorpion et une Lune en Taureau. Et sa manière de séduire, c'est un féminin mystérieux, euh, très un peu piquante, très sûr d'elle, un peu érotique, même sur un plan psychologique. Et en réalité, bah, son amoureux a découvert ensuite quelqu'un qui avait beaucoup besoin de sécurité, quelqu'un qui adorait rester à la maison, quelqu'un qui était un peu, qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin de fiabilité. Et c'était vachement différent de cette Vénus qui avait charmé sur un mode, oui, tu sais, moi je suis très détachée, ou euh, un côté femme fatale. Voilà. Et donc ça, c'était aussi de questionner ce rapport-là dans les thèmes. Alors en plus, ce soir, on est principalement des femmes. Désolée, Marc. Euh, et ce rapport Vénus-Lune dans des thèmes féminins est très très intéressant aussi à explorer. Euh, Parce qu'il va parler des archétypes par lesquels on exprime notre féminin et comment on se féminise, comment, si tant est qu'on ait envie de travailler notre féminin. Euh, et des fois, des fois, il y a des accords et des fois, il y a des désaccords entre Vénus qui va représenter un féminin qui cherche vraiment qui cherche la beauté, qui cherche le charme, qui cherche à plaire. Et ça peut être aussi c'est pas toujours plaire amoureusement, ça peut être plaire socialement. Et puis la lune qui a besoin qui est plus naturel, qui est plus authentique, et qui exprime un féminin intrinsèque en fait, hein, naturel. Donc ça aussi, je trouve très très intéressant à aller explorer. Voilà, donc il y a toute une partie là-dessus. Et je posais aussi la question dans nos vies de voir sur cet équilibre Vénus-Lune. Est-ce que c'est équilibré? C'est-à-dire, est-ce que dans nos vies,
en ce moment, on vit des expériences plutôt vénusiennes ou plutôt lunaires. C'est-à-dire que des fois, dans la vie d'une personne, la Lune prend beaucoup de place. Donc, c'est des personnes qui donnent beaucoup d'importance à leur famille, à leur maison, mais qui ont, par exemple, ont plus le temps de se faire jolie ou ont plus le temps même d'avoir un moment en amoureux, par exemple. Ou au contraire, des fois, on est très vénusien, c'est-à-dire c'est l'apparence à tout prix, mais on oublie de se détendre avec l'autre. On n'a pas su trouver ce réconfort avec l'autre. Donc ça, c'est aussi c'est voilà, des petits jeux astrologiques, des petites questions intéressante à se poser. Voilà. Euh, Par rapport aussi à la notion, donc ce qui m'a le plus animé, hein, comme vous avez compris, c'est la notion de sens dans les relations. Vous reconnaîtrez, voilà, moi j'ai un nœud sud en balance, donc nécessairement la question relationnelle, bah voilà, m'a toujours passionnée, comme je vous le disais. Et donc, dans le livre aussi, j'aborde le thème composite. Alors, cette technique du thème composite, elle n'est pas facile, je trouve, toujours à utiliser. Il y a très peu de ressources en langue française sur le thème composite. Je pense que c'est encore plus faible sur la synastrie. Moi, j'ai quelques livres piochés qui sont en anglais, notamment Robert End, Sur le thème composite. sur le thème composite. Oui, nous, on en a. Il n'y a pas Il y a de pas de liste titre qui spécifique sur ça. Non. Je n'ai pas de mémoire. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est peut-être plus quand on apprend l'astrologie et dans les cours. Parce que nous, en fin de compte, on travaille l'astinastrie et les composites par rapport à ce qu'on a appris. Et donc, après, on l'a fait évoluer. Voilà, Oui, c'est ça. c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous mettez bien les Les tableaux tableaux et tout ça. avec les planètes, les comparaisons. Donc, c'est vrai que ça apporte un éclairage aussi, un visuel sur cette technique qui peut être quelquefois difficile de compréhension. Il y a beaucoup de pédagogie dans votre livre. Oui, c'est le but, c'est vraiment ce qui m'anime. Oui. De manière générale, rendre l'astrologie accessible, c'est une ligne directrice. Donc oui. Marc, je crois qu'il y avait un tableau justement sur le thème composite. Je crois que la slide. Alors, Ah oui, non. voilà, c'était avec les planètes. Oui, et après, je vous reparlerai de la slide d'avant, là, parce que Il n'y a pas c'est. de souci. Si, oui. Vous Et- m'entendez? Oui. Oui, Oui, Émilie, tu connais ce livre aussi, là, de Ronald Davidson Ah bah sur pas le du tout. composite, Ah bah non, Rencontre astrale, super. il est en français. Mais génial. Bah merci beaucoup. Ah bah non, on ne connaît pas. Rencontre astral, je ne connais il pas. est de Il quelle est, maison il d'édition? est encore édité, il est encore Ah, je possible de sais pas, l'avoir. c'est un vieux livre, L'espace bleu. Ah, ça n'existe Ça plus, n'existe ça. plus. Ouais. Ah, c'est des vieux livres, ouais, c'est ça. Ah Oui, 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 c'est c'est des des vieux anciens livres. livres. Ouais. Moi, j'ai On que des peut. vieux livres, moi. Et rappelle-nous l'auteur, s'il te plaît. Rencontre astrale, Ah, moi, c'est Oui, Ronald Davidson. Ronald Ronald, Davidson. OK. Ronald Rencontre Davidson. astrale, comparer votre thème David, avec le sien. c'est celui qui a, Il y a aussi de Flavia aussi, le descendant. C'est mon premier Oui, livre, il est Fabien bien aussi, Giovanelli. Oui, Oui, oui. sur la relation. Hmm. Le descendant. merci beaucoup. Super. Oui, merci. Et autrement, j'ai la synastrie, mais bon, il me semble que tu l'as cité celui-là. oui, on l'a Voilà. Ouais, présenté celui-là, récemment. oui. Ouais, ouais. Merci. Oui. Et je trouve que cette technique du thème composite, elle est encore un peu hybride dans la communauté astrologique française. On a un peu de mal à l'implémenter. Elle est très utilisée quand même. Quand on en parle, souvent les astrologues connaissent, mais il y a quand même peu de ressources dessus. Il y a peu de recherches dessus. Enfin, je veux dire par là, c'est rare de tomber sur un article qui présente un thème composite et qui dit bah, il s'est passé ça, 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 comme on pourrait trouver sur un thème de naissance. Donc, c'est un peu une technique, euh, voilà, que des fois aussi on peut laisser de côté. Je pense elle mériterait d'être creusée. Elle a pas mal de choses à apporter. Et notamment,
le thème composite va peut-être encore mieux répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? C'est quoi la direction? C'est quoi notre énergie commune? Parce que un thème composite a un soleil composite, donc un soleil peut être vu comme une énergie rayonnante, mais aussi comme un but, comme une direction, quelque chose à incarner. Euh, ce thème composite va avoir comme un thème de naissance un nœud nord, donc un axe des nœuds lunaires, qui peut représenter une direction évolutive pour le duo. Donc ça, c'est très très intéressant. Il va y avoir également un Pluton. Alors ça, c'est Jeff Green qui a fait toute une Oui, partie. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. oui, oui, Le, de le Janus. Et le volume 2 est spécifiquement sur les relations et il aborde très en profondeur, plutôt en composite. Bon, je ne l'ai pas abordé dans Astro Duo parce que c'est vraiment, voilà, Jeff Green, c'est comme Luc Biget, mais plus, quoi. Il faut vraiment digérer. Mais voilà, ce soleil, par exemple, du thème composite va avoir des aspects aidants, des aspects difficiles. Et ça va indiquer, comme dans un thème natal, les enjeux évolutifs de la même manière qui sont propres aux deux. De même, on va avoir une lune dans un thème composite et la lune, encore une fois, m'apparaît comme très importante puisqu'elle va indiquer la qualité d'intimité des deux personnes. Si par exemple vous avez des aspects Lune-Saturne dans un composite, ça va indiquer souvent une difficulté à se détendre ensemble, à se sentir en sécurité ensemble, à pouvoir exprimer ouvertement ses émotions ensemble. Et ça va souvent permettre à l'astrologue d'indiquer des pistes de travail, comment on va venir assouplir justement ça. Voilà, donc je trouve ça très très intéressant. Euh, la Lune va vraiment aussi permettre de nourrir la relation, en fait. Hein. Rien que regarder le signe de Lune. Et donc, dans le livre, d'ailleurs, à cet endroit-là, je dis, bah, reprenez le passage sur la Lune, si Mm. vous aimez une Lune, là, parce qu'en fait, ça va marcher comme un thème de naissance. Donc voilà. Et puis, on a une Vénus aussi dans un composite, et ça, c'est assez joli, parce qu'une Vénus va représenter le capital amour et sympathie, donc pas nécessairement amour amoureux, mais le capital d'affection, en fait, entre les deux personnes. Et j'ai mis un petit mot là-dessus sur faire une offrande à Vénus, et c'était un travail qu'on avait fait avec certains élèves, de se dire, OK, Vénus dans le composite et dans tel signe, c'est quoi faire une offrande à Vénus? Ça serait quoi? Je ne sais pas si Vénus composite est en Gémeaux, faire une offrande à Vénus, c'est se proposer d'aller boire un verre, de sortir, de faire, je sais pas, d'aller flâner ensemble, etc. Donc ça peut être aussi des pistes de travail et de réflexion. Donc voilà, cette partie sur le composite, elle a vraiment pour but d'essayer de trouver le plus d'informations possible sur le sens et les enjeux d'une relation, ainsi que bah, ses talents et ses forces, hein, comme dans un thème de naissance. Pour les personnes voilà, qui maîtrisent le thème de naissance, le thème composite, pardon, bah, c'est presque lumineux, ça s'interprète pareil, on peut utiliser les mêmes mécanismes d'interprétation. Je dirais peut-être pas les maîtres de maison, des choses comme ça, c'est peut-être un peu difficile, mais les planètes en signe, les planètes en aspect, même les planètes en maison, bah ça marche en fait, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Et est-ce que Marc, tu peux remettre la slide juste avant? Voilà. Cette page-là, elle me tient vachement à cœur, très à cœur. Tout ça. Euh, Elle me tient à cœur parce que donc ça c'est sur la partie euh, donc si je résume parce que là j'ai présenté un peu tout dans le désordre mais au début on parle d'éléments du thème individuel puis on parle de la synastrie et donc des contrats relationnels puis on parle du thème composite et en fait si vous avez déjà monté une synastrie si ça vous est déjà arrivé vous avez dû remarquer que c'est très foisonnant. Il y a énormément d'aspects et qu'en fait, il y a plein de choses en plus, des fois, qui se contredisent un peu.
la nécessité de hiérarchiser et de mettre en lumière ce qui est le plus important, c'est encore plus nécessaire que dans la lecture d'un thème astral. Déjà, dans un thème astral, le problème principal, c'est d'avoir du mal à trouver l'essentiel, bah, en synastrie aussi. Donc, du coup, bah, cette page, elle me tient à cœur parce qu'en fait, faire une lecture de synastrie, c'est pas interpréter tous les moindres interaspects. Si on a un couple en consultation, on va pas lui dire les moindres sextiles entre la Lune et Mercure de chacun, etc. Parce que ça va durer une éternité et ça sera pas intéressant. Donc, du fait, là, je proposais que, voilà, c'est une piste et chacun va travailler comme il veut, mais en synastrie, il y a des choses hyper éclairantes, pardon, qui sont vraiment qui nous guident, comme les aspects croisés, ce dont j'ai parlé au début. Tout aspect qui se répète, pour moi, a déjà un peu vocation de dominante. Un double aspect Soleil-Jupiter, on va avoir une thématique Soleil-Jupiter. Ça me semble assez évident. Donc, regardez s'il y a des aspects croisés. Ensuite, la notion de conjonction, elle est incroyable en synastrie. Les conjonctions ont une force, mais énorme en fait. Et toute conjonction en synastrie, quelque part, va représenter un point de force et va représenter vraiment là où ça se passe. C'est le point de contact entre ces deux personnes. Et donc la nature, justement, aussi de la conjonction est essentielle. Qui joue quel rôle? Si c'est une conjonction Lune-Saturne, qui est la Lune? Qui est Saturne? Ça donne énormément d'informations. J'ai mis en deuxième point, y a-t-il des conjonctions sur l'axe ascendant-descendant? Parce que ça aussi, c'est incroyable. On voit aussi, c'est des aspects glus, quoi. C'est vraiment ce qui tient les gens ensemble très très longtemps, les aspects aux axes ascendant-descendant. Ensuite, voilà, c'est plus un travail sur les points de compatibilité, les endroits où on se retrouve. Ta lune est en Verseau, ma lune est en Gémeaux, super, allons nous amuser ensemble, etc. Hein, ce genre de choses. De même, on va regarder quels sont les principaux points de différence. Au contraire, ma lune est en Gémeaux, ta lune est en Cancer. Ah, des fois, ça peut être un peu, on peut se faire mal sans le faire exprès. Voilà. Enfin, il y a une autre chose qu'on peut observer, c'est les aspects les plus précis. Des fois, les aspects très précis en synastrie sont aussi des choses qui nous guident, qui vont vraiment se manifester. Donc voilà, c'est toujours très complexe hein, d'interpréter une synastrie, mais voilà, j'ai essayé de donner des lignes directrices. Et enfin, je voulais juste parler de quelque chose aussi sur le sens à donner aux interaspects. En fait, le sens que j'ai donné aux interaspects, c'est évidemment très proche de ce qu'on trouve dans Synastrie de Jean Texier, de tout ce que la littérature astrologique propose. Hein. Il n'y a pas de sens différent. Mais j'ai beaucoup pensé au synastrie avec la même logique que celle des transits. En fait, quand on... En fait, ça fonctionne tout à fait pareil. Quand vous recevez un transit, vous avez des planètes mais qui viennent du ciel, qui se superposent aux vôtres et vous recevez une énergie qui vient vers vous. Eh bien, c'est tout à fait pareil dans le relationnel. Vous recevez des transits, mais qui vient de la présence de l'autre et qui va vous impacter plus ou moins longtemps. Donc, vous pouvez des fois avoir des transits de Pluton sur votre ascendant qui vont durer des années voilà, si c'est votre maman, votre enfant ou votre mari. Mais c'est la même idée, en fait. C'est la même idée de recevoir de l'énergie, mais de l'autre, plutôt que de la vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Marc, tu disais qu'il y a des moments où on est connecté à des gens. Et en fait, assez étrangement ou pas, effectivement, on rencontre des gens dans certains transits qui s'en font vraiment l'écho, comme si cette énergie, tu vois, elle vient deux fois de suite vers toi. Tu es dans un transit saturnien, tu rencontres quelqu'un avec qui c'est très saturnien entre vous, ben hop, ça connecte quoi.
Donc voilà, et ça c'était aussi un petit tips pour aider les gens qui pratiquent déjà l'astrologie bah, à se dire, ok, le Pluton de monsieur est sur l'ascendant de madame, par exemple, bah, c'est quoi d'avoir un transit de Pluton sur l'ascendant? Eh ben, c'est une force lente et cataclysmique qui va modifier intégralement l'identité et le comportement. Eh ben, c'est ça qui joue dans la relation. En fait, le sens symbolique est toujours le même. On peut vraiment employer les mêmes signatures, que ce soit en transit ou en synastrie. Donc, pour nous qui avons déjà des bases astrologiques, bah, c'est facile en fait à utiliser. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. J'ai parlé sans m'arrêter. Mais moi, je confirme que même si on est déjà féru d'astrologie, euh, à l'aide de ton livre, moi, j'ai fait la synastrie avec ma fille et je me suis amusée. Ah, chouette. Voilà, je voulais t'en parler parce qu'on est très Oui, différentes et ça m'a permis des éclaircissements sans aller trop loin dans le détail. oui, C'est ça. Et donc avec plus de légèreté. oui, Parce que oui. et ça, c'est aussi important. Parce que parfois, en voulant toujours aller plus loin, comme tu disais, on peut se noyer dans tout ce qu'on trouve comme élément. D'ailleurs, ton livre est très aéré, Oui. malgré la complexité. C'est vrai qu'il y a des Ah, moi, choses, il y a même des petites images. Ça, on voit que tu as un petit peu, on va dire, dépoussiéré et mis des choses synthétiques pour rendre, comme tu l'as dit, pédagogiquement accessible. Il faut des notions, bien sûr, d'astrologie, hein, parce que tout ce qui est, je dirais, composite, synastrie, là, c'est vraiment un livre pour débutants, mais il faut avoir les bases en astrologie. Ouais, il faut avoir une solide curiosité. Oui, Et un voilà, une débutant, solide curiosité, comme tu dis. Oui, Oui, mais quand on lit un livre, nous, si on aime bien l'astrologie, ben, il faut appliquer en même temps. Et ça, on voit, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique en tant que libraire. Puis comme j'aime l'astrologie, je la pratique. Eh ben, j'applique en même temps. Et ça me permet aussi de changer mon regard et de dire, ah oui, c'est pas si simple que ça, tout compte fait. Ça paraît simple d'écriture, mais il y a une profondeur et ça nous permet d'aller plus loin aussi. Et Mhm. ça, c'est ça aussi qu'on ça. retrouve dans le bouquin d'Émilie, c'est qu'il y a de la recherche, on sent qu'elle a bossé Voilà, et il y a de la dessus, et qu'il profondeur. y a aussi de la pratique, et que c'est Exactement. des- des centaines sans doute d'études Oui, synastriques oui, oui, oui. qui ont dit, mais oui, mais là, il y avait quand même des choses, et voilà. C'est-à-dire, il y a la recherche d'un côté, et puis il y a la pratique, oui, 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 c'est euh, ça. qui est extrêmement enrichissante, et on sent vraiment que ces deux fruits sont présents dans le livre. Mhm. Oui, oui, bah, parce que ça m'a tellement toujours passionnée que j'ai monté effectivement beaucoup de synastries. Et, euh, et je me souviens de cette page, de ce chapitre d'Arroyo. Je venais juste de commencer l'astrologie, où il explique que bah, ce qu'on trouve le plus en interaspect dans les relations qui marchent, durables, ce sont les interaspects de Saturne. Et ça, ça avait été, et j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial parce que Saturne a très plutôt mauvaise presse, hein. Enfin, maintenant de moins en moins. Mais quand même, quand on voit qu'avec notre aimé qu'on vient de rencontrer, on a un carré de Saturne, on n'est pas hyper content quand même. On se dit, ouf. Et Alors, en fait, justement, moi, c'est ouais. là que je trouve que ce bouquin est vraiment très bien, parce que moi, ça m'a toujours un petit peu embêté, pour pas dire énervé. Euh, Sommairement parlant, eh ben, tu prenais l'exemple, par exemple, du scorpion avec le lion, aïe, 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 etc. Il y a plein de gens comme ça qui sont capables, ils vont avoir une espèce de petit coup de cœur comme ça pour quelqu'un, et mais ils vont regarder, ah ben non, ben, si t'es bélier, alors dans ces cas-là, c'est pas la peine. Ça oui, marchera pas. Voilà. Et il y a quelque chose d'extrêmement sommaire et répulsif. Je trouve ça m'énerve beaucoup parce que je suis persuadé que ces gens-là passent à côté d'une belle histoire. bien Mais sûr. oui, Hein, et que ce soit d'ailleurs sur le plan affectif ou que ce soit sur le plan relationnel pro ou des choses comme ça, hein, ou ça peut être des mais copains. oui. Euh, Bien sûr. Et puis si dans la structure natale, la personne a des indicateurs de passion, des indicateurs
d'un besoin d'un peu de conflit, des aspects Lune-Mars, par exemple. Ben, c'est parfait ce type de relation, ça marche impeccable. Ou ça peut expliquer aussi le genre de relation, parce que vous expliquez tout, les interaspects, les zooms, expliquer, ah ben oui, pourquoi c'est plus tendu, pourquoi c'est plus en connexion à travers votre livre, ça s'explique également. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu donnes des clés. Mm. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des portes qui vont être difficiles à ouvrir, mais c'est pas grave, la clé est fournie. C'est Oui, il y a notamment tout un passage sur les contrats plutoniens. Mm. Pluton en synastrie est tout simplement passionnant. Je trouve que ça fait vivre des choses très très fortes aux gens. Ça m'a toujours vraiment interpellée. Et cette fois-ci, c'est vrai que je l'ai abordé d'une manière, je l'avais jamais vraiment dit comme ça, mais bon, pour moi, les contrats plutoniens, si on faisait de l'astrologie karmique, ça serait un peu de type, bon, ok, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais ça n'a pas dû être top top, et on se retrouve, on va essayer de nettoyer, on va essayer de faire un peu mieux, ou quelque chose comme ça. Et je parlais beaucoup de toxicité relationnelle, non pas de personnes toxiques, mais de comment on peut être toxique à l'occasion d'une relation. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on entend beaucoup. Par exemple, on dit, voilà, Pluton opposé Vénus, rapport hyper toxique. Pas forcément. Un rapport peut-être douloureux qui va réveiller ça. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, enfin, proposer dans le livre, c'est de dire, j'ai indiqué attention à la toxicité relationnelle qui, dans ce type de rapport, peut s'exprimer comme ça, comme ça, comme ça. Parce que bah, oui, mais quand vous avez une synastrie qui implique Pluton, cette personne, elle vous est quelque part destinée. Ce travail évolutif de nettoyage, de réparation, bah, il fait partie en fait. Vous ne pouvez pas, comment dire, c'est pas un choix. Enfin, il me semble. Après, évidemment, on peut décider de couper la relation et on en rajoute une couche aussi en blessure de rejet, d'abandon pour l'autre, pourquoi pas. Mais voilà, c'est de dire c'est là et comment on peut avancer en conscience vraiment avec les forces qui nous sont proposées. Et donc aussi, je dis ça aussi parce que, notamment dans le cadre des relations parentales, c'est extrêmement compliqué pour des parents de voir qu'ils ont une synastrie dite difficile avec leurs enfants. C'est super dur. Si par exemple, vous êtes un parent, vous avez votre Pluton qui fait un carré avec la lune de votre enfant, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous dites, est-ce que je suis un dictateur? Qu'est-ce que quoi? C'est compliqué à recevoir. Et c'était de dire aussi, mais quel que soit ce qui se présente, c'est pas nécessairement une mauvaise synastrie. Par contre, il faut vraiment avoir conscience de ce qui se joue et que bien sûr, le parent qui a un type d'interaspect, on va lui conseiller de ne pas être intrusif, d'essayer de ne pas inquiéter son enfant, etc. Plein de choses comme ça. Mais voilà, c'était de dire de réhabiliter toute relation, quel que soit, même si ce sont les pires aspects de synastrie, c'est pas la synastrie qui va dire ce que va être la relation, c'est la conscience des personnes et c'est leur affection mutuelle et c'est leur valeur morale. Et j'avais vraiment envie de remettre ça en avant pour enlever ce côté compatibilité ou ce côté bonne relation, mauvaise relation, qui peut faire beaucoup de mal, effectivement. c'est ça. C'est tout à fait- Bravo, bravo. Mm. L'intention est belle et la réalisation aussi. Non, Ouais. merci. Hmm, voilà. Bon, ah oui, il y a Claude qui dit, je le recommande, le livre, il est top, Oui. super bien structuré et Hmm. pédagogique et extrêmement parlant. Je pense que ça résume bien aussi, hein, Il c'est y a vrai. beaucoup de couleurs. Vous avez mis beaucoup de couleurs dans votre livre. Ça, c'est vraiment grâce à mon éditrice, alors D'accord. qui travaille avec Lina, qui avait déjà illustré mon premier livre, Oui, j'adore l'univers un peu c'est important. onirique de Oui, Lina. C'est très joli. Oui, ça donne envie de d'ouvrir le livre. oui, Il y a un côté un peu acidulé. Oui, oui, voilà. oui, c'est vrai. Tout à Ça fait. donne envie. Là, on voit Oh, les. eh oui, c'est vrai, c'est Oui, vrai. oui. Hmm. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Hmm, on a été très Il y avait clair. parlé de quelques références à des bouquins. Est-ce que vous connaissez L'astrologie et la vie affective de Catherine Aubier, Le partenaire astral d'Étienne Mezzo, L'harmonie relationnelle par Quel la prix? Le prix. Ah, le édite prix. 19,90.
Alors, Oui. Ah, mais c'est oui, il y a plein. Alors, l'astrologie, la vie affective de Catherine Aubier, celui-là, je le connais. Et Mhm. comme tout livre de Catherine Aubier, c'est toujours extrêmement clair, c'est oui, toujours oui. Mm. très, très, à la fois profond et très efficace. Ils sont Euh, super, les livres de Catherine Aubier. Je les ai quasiment tous, sauf le dernier. ouais, Ils sont vraiment bien. oui, Mhm. oui. Partenaire astral, je connais pas du tout. C'est Michel nouveau? Mezzo, je connais pas non plus. Je connais pas non plus l'harmonie relationnelle par l'astrologie. Eddy Fakhouri, ça me dit rien du tout. Non, c'est en français? Ah, le partenaire astral, je vois que Véro, c'est flou, c'est dommage, mais il y a une intention. Voilà, on a la couverture, voilà. Alors, je sais pas pourquoi c'est flou. Vous avez dû mettre un filtre, Véro. Ah, voilà, voilà, oui, c'est Oui, je ça. pense. Ouais, voilà. Le partenaire. Voilà, hop, Ah, 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 voilà. le partenaire astral. Ah, Michel Branché. Mezzo, c'est ça, c'est et ça. c'est chez quelle maison d'édition, s'il alors, vous plaît? c'est les éditions du Rocher. Ah, ah, du Rocher. Du rocher, mais ah bah oui. ça, là, on peut peut-être regarder, là. Ouais. C'était l'harmonie relationnelle par l'astrologie. L'harmonie relationnelle par l'astrologie. Merci. Magnifique. Et Amarande, hein, les éditions. C'est bien parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, mais en réalité, si, il y a quand même quelques. Alors, il n'y a pas pléthore, hein, voilà, je trouve que c'est bien aussi ce genre d'atelier parce que ça permet justement le Oui, oui, partage c'est vrai. de connaissances, de références. Après, ce que je trouve bien dans le bouquin d'Émilie, c'est que il est de son époque. Voilà, c'est ça. Il est de son époque, il est dans l'air du temps, il est écrit avec les mots d'aujourd'hui, il est simple, il est compréhensible, il est accessible. Et ça, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas le. Et Justement, on d'ailleurs, parlait du côté coloré, mais c'est très bien parce qu'il n'y a pas ce côté vieillot que Non, certains autres peuvent avoir. Là, on est vraiment. C'est un beau cadeau, quelque part. C'est un bouquin à offrir, ça. oui. C'est pour ça que je dirais tous les nouveaux livres qui sont faits par les jeunes générations d'astrologues amènent un autre regard. Puis la société a évolué. Donc c'est sûr qu'une synastrie de 1900 à aujourd'hui, le relationnel sera totalement différent. oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai rajouté un petit encart. Je me suis sentie un peu obligée de rajouter un encart pour... moi encore, je trouve que je suis la génération, je me sens moins concernée par ça, mais les jeunes, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, sont très très là-dedans sur la question du genre. Ah Euh, oui, Ah oui, c'est oui, une oui, vraie oui, question. mm, oui, Et en fait, je commençais à rédiger sur les aspects soleil-lune. mm, Et puis, je me suis dit, mais waouh, effectivement, là, je pense qu'en fait, je me rendais compte que mon propos était quand même très féminin, masculin, très aussi, voilà, qui marchait sur des relations amoureuses, hétérosexuelles, classiques. Et je ne m'étais pas posé la question parce que, bah, avant, on se posait un peu moins la question. Et je me suis dit, oh, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport au public d'aujourd'hui, oui. la jeune génération pourrait se poser la question. Et donc, j'ai rajouté un petit encart voilà, qui s'appelle Genre et astrologie, en expliquant bien que finalement, quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre genre, on a des planètes féminines et masculines à Oui, l'intérieur. mhm. oui. Et quelquefois, moi, j'ai pu constater qu'il y avait aussi des Neptunes qui pouvaient aussi, sur la sexualité, rentrer en ligne de compte. Comme Neptune est en plus l'octave supérieure de Vénus, cette question de genre, et nous on le voit aussi, de positionnement sexuel, est une vraie question sociétale aujourd'hui. Oui, Après, moi, je trouve que c'est très bien comme tu l'abordes parce que, disons, l'erreur aurait été de parler d'homme-femme. Oui, Alors oui, que tu parles de masculin-féminin, on a tous oui, en nous une part de masculin, une part de féminin. Et je veux dire, oui, même dans les couples homosexuels, il y a une répartition masculin-féminin qui est réelle aussi. Donc le fait d'employer des termes de masculin et de féminin, ça peut résonner chez tout le monde, quel que soit le sexe de la personne et quel que soit le sexe de son partenaire. Hein. oui, Parce que c'est ou de comprendre aussi la relation, pourquoi on vit ça. mais oui, mais oui, oui, c'est par exemple, il y a vraiment la notion de rôle en synastrie.
que des fois on joue des rôles qui sont pas nécessairement nous, notre dominante de caractère, et que des fois même une femme très yin, très féminine, elle peut avoir son soleil sur la lune de son compagnon, elle aura un rôle plus masculin au sein de la relation, et c'est souvent très très éclairant. Uranus Souvent, est souvent impliqué aussi, hein, dans ces relations-là. oui, Oui. Oui. Mais voilà, donc achetez le livre d'Émilie pour tout comprendre sur la relation. Parce que c'est vrai que c'est pas que la Pas synastrie, compris, changer de voilà, regard et aussi. changer le regard. Le livre d'Émilie, en fait, il faut en acheter deux. Il faut en acheter un pour soi et un pour offrir à Et l'autre. là, pour l'autre, Voilà, et en période de fête, c'est doublement. Voilà. Astroduo. Moi, je dis ça, hein, voilà. C'est vrai, Ah oui, voilà. c'est Astroduo, hein. Oui, c'est Astroduo, tout à fait. Astro Duo, ça s'achète par deux, hein, c'est logique. Ah, ben voilà. Voilà. oui. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, un grand Ah merci ben, Merci, pour merci. Émilie. votre présentation. Et puis merci à tous pour votre présence en ce début de week-end. Et ça, c'est partagé. J'aime bien ce côté sérieux mais acidulé qu'il y a. Oui. Et puis, ça va démystifier un petit peu les grosses ficelles des signes en disant, mais non, ça ne marchera pas entre vous, etc. Là, je veux dire, quels que soient les aspects, de toute façon, il y a quelque chose à en sortir et quelque chose de positif et constructif. Et donc, rien que ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Voilà. Bon, je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Et on va se donner rendez-vous en janvier, Tout à hein, fait. le 10 janvier, je crois, vendredi Le 10. 10 janvier, tout Le à 10 fait. janvier. On souhaite une bonne fin d'année à tout le monde Oui. Passez et de des bonnes lectures. Et de bonnes lectures, oui. bonnes lectures et Et n'oubliez notamment pas, Astroduo. notamment un audio et puis les livres en général, c'est toujours un beau Oui. cadeau. Oui, offrez des livres. Offrez des livres, il n'y a pas besoin de le brancher pour le recharger, il est disponible. Voilà. Ça marche, c'est très très pratique. Et voilà, c'est le lit pour se faire plaisir à soi comme pour faire plaisir à l'autre. Offrez des livres, lisez des livres. Voilà. Voilà. Merci, Marc. Merci Marc. Merci Émilie. Merci tout le monde.